Les secrets inavouables du vieux Hollywood. Quand le glamour masquait des habitudes répugnantes, pendant des décennies, le star system hollywoodien a vendu un rêve, une beauté parfaite, une grâce inaccessible et un charisme hors du commun. Les stars du grand écran semblaient parfaites, presque divines. Leurs visages rayonnaient sur les couvertures des magazines, leurs voix hypnotisaient les auditeurs à la radio, et leurs images scintillaient comme des dieux dans les salles de cinéma à travers toute l'Amérique. Mais que se passait-il derrière cette façade éblouissante? Et si les icônes que vous idolâtriez depuis des années cachaient certaines des habitudes d'hygiène personnelle les plus répugnantes qui soient? Et si ces sourires à $1 million masquaient des dents pourries? Ou si ces scènes romantiques storides n'étaient pas alimentées par la passion, mais par une haleine si fétide qu'elle faisait vomir leurs partenaires? Aujourd'hui, nous levons le voile doré et révélons la vérité sordide que les agents publicitaires des studios se sont efforcés de cacher. Il ne s'agit pas seulement de ragots, mais d'un regard surprenant sur les secrets les plus sordides des stars les plus brillantes d'Hollywood. De l'haleine fétide à l'odeur corporelle légendaire, en passant par le fait de ne pas se laver et les costumes malodorants qui faisaient grimacer les membres de l'équipe. Ces horreurs en matière d'hygiène changeront à jamais votre façon de regarder les films classiques. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les habitudes nauséabondes de 15 des noms les plus légendaires d'Hollywood. Des stars dont la vie hors écran contrastait violemment avec leur image publique soigneusement entretenue. Commençons par le roi lui-même, Clark Gable, le beau gosse d'Hollywood à l'haleine qui pouvait tuer. Il était de l'incarnation même du charme masculin. Clark Gable, grand, suave, irrésistiblement charismatique. Dans le rôle de Rhett Butler dans Autant en emporte le vent, il a prononcé l'une des répliques les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais derrière ce sourire charmeur se cachait une vérité que peu de gens connaissaient. Gable souffrait d'une halitose si grave que les scènes de baiser devenaient un calvaire pour ses partenaires féminines. En raison de problèmes dentaires et d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire, son haleine était apparemment si mauvaise que certaines de ses partenaires auraient failli refuser de travailler avec lui. Mais si ces mêmes femmes s'étaient approchées à quelques mètres de leur idole, leur émotion aurait sans doute fait place à un réflexe nauséeux. À l'âge de 32 ans, Clark Gable avait déjà presque toutes ses dents de remplacement. Il ne s'agissait pas de prothèses partielles ni de quelques couronnes, mais de la quasi-totalité de ses dents naturelles, qui avaient été complètement extraites. Si cela peut paraître choquant pour un homme aussi jeune, surtout une star de cinéma, la réalité des soins dentaires au début du 20e siècle était brutale. Gable souffrait d'une forme grave de purie, que nous appelons aujourd'hui parodontite, une infection des gencives qui détruit les tissus mous et l'os qui soutiennent les dents. En 1933, alors que Gable était au sommet de sa gloire, ses problèmes dentaires sont devenus si graves que son dentiste a décidé de lui extraire presque toutes ses dents. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours, puis s'est retiré au Canada pour se remettre en toute intimité. La douleur a dû être atroce, mais les séquelles se sont avérées être un problème chronique qui l'a tourmenté tout au long de sa carrière. Les prothèses dentaires que Gable portait étaient primitives selon les normes actuelles, mal ajustées, inconfortables et pire encore. Elles lui donnaient une halitose, une mauvaise haleine si grave qu'elle est devenue légendaire à Hollywood. Ses partenaires féminines, bien qu'apparemment ravis de jouer aux côtés de la plus grande star du monde, redoutaient en privé les scènes intimes avec lui. Sur le tournage d'It Started in Naples, en 1960, sa partenaire Sophia Loren aurait gardé ses distances avec Gable entre les prises. Malgré leurs scènes romantiques, la bombe italienne, connue pour son apparence soignée, aurait demandé aux réalisateurs de limiter leur contact physique lorsque les caméras ne tournaient pas. Le roi régnait peut-être sur Hollywood, mais son haleine lui garantissait de ne jamais s'approcher trop près de ses reines. Plus choquant encore, Gable aurait refusé d'utiliser du bain de bouche ou des pastilles pour la laine, estimant que cela affecterait son jeu. Un membre de l'équipe du film The Misfits, sorti en 1961, dernier film de Gable,
se souvient qu'à ce stade de sa carrière, les problèmes dentaires de l'acteur s'étaient aggravés au point que son haleine était perceptible à plusieurs mètres. Pourtant, son charisme était tel que personne n'osait lui en parler directement. Joan Crawford. Une catastrophe dentaire derrière des lèvres célèbres. Joan Crawford, dont l'ambition féroce et les traits saisissants ont fait d'elle l'une des actrices les plus reconnaissables de son époque, avait un passé dentaire presque aussi douloureux que celui de Gable. Comme de nombreuses stars cherchant à améliorer leur apparence, Crawford avait subi des interventions dentaires spécialement conçues pour accentuer ses pommettes. Suivant les traces de Marlene Dietrich, elle s'était fait extraire plusieurs molaires afin de creuser davantage ses joues. Les conséquences furent désastreuses. Après l'extraction de ses dents de devant commencèrent à s'écarter. Les dentistes comblèrent ces espaces avec du ciment. Puis, les limèrent afin de pouvoir poser des couronnes. La douleur devait être atroce. Et pire encore, cela entraîna de graves infections des gencives. La bouche entière de Crawford a enflé, lui laissant une lèvre supérieure définitivement hypertrophiée. Une caractéristique qui est devenue l'un de ses traits distinctifs, bien qu'elle soit le résultat d'une complication dentaire douloureuse. À la fin de la soixantaine, Crawford a dû subir une intervention chirurgicale dentaire majeure, si grave qu'elle a nécessité des soins médicaux 24 heures sur 24 après l'opération. L'image glamour qu'elle projetait au monde cachait des années de problèmes dentaires douloureux, causés par des interventions esthétiques qui avaient mal tourné. Ce qui rendait la situation de Crawford encore plus difficile était son perfectionnisme notoire dans tous les autres aspects de son apparence, alors qu'elle était obsédée par son maquillage, ses vêtements et sa posture, qu'elle se frottait les mains jusqu'à les rendre à vif et qu'elle exigeait que ses maisons soient impeccablement propres. Son hygiène dentaire est restée problématique tout au long de sa vie. Plusieurs maquilleurs qui ont travaillé avec elle ont remarqué le contraste entre sa précision extérieure et l'état de sa bouche, qui nécessitait des techniques de plus en plus élaborées pour être photographiées de manière attrayante à mesure qu'elle vieillissait. Une rumeur particulièrement troublante circulait parmi les initiés d'Hollywood concernant l'haleine de Crawford, qui se serait considérablement détériorée lorsqu'elle buvait beaucoup, ce qui n'était pas rare, surtout dans ces dernières années. Marilyn Monroe, le bombe sexy sale. Marilyn Monroe, le sexe symbole ultime dont l'image de blonde explosive a marqué une époque, avait des habitudes d'hygiène qui contredisaient directement son image publique immaculée. Selon de multiples sources, dont les déclarations de Clark Gable, son partenaire dans The Misfits, Monroe était réputé pour son laxisme en matière d'hygiène personnelle. Malgré son apparence glamour à l'écran, elle se serait rarement lavée, aurait souvent renoncé à porter des sous-vêtements et se serait peu souciée des règles d'hygiène élémentaires. Dans sa biographie de Clark Gable, l'auteur David Brett affirme que l'acteur n'était absolument pas intéressé par Monroe sur le plan sentimental, malgré les rumeurs d'une liaison. Gable, qui était décrit comme ayant un fétichisme pour la propreté, trouvait l'approche désinvolte de Monroe en matière d'hygiène répugnante. Selon Brett, Monroe ne se lavait souvent pas pendant plusieurs jours et n'utilisait jamais de déodorant. Ce contraste entre l'image soigneusement élaborée de Monroe, objet ultime du désir, et la réalité de ses habitudes personnelles met en évidence le fossé énorme entre la perfection fabriquée par Hollywood et la réalité brute. Son maquilleur, Alan Whitey Snyder, qui a travaillé avec elle pendant des années et est devenu l'un de ses confidents les plus proches, a mis au point des techniques spécialisées pour créer son apparence impeccable à l'écran, malgré ce que ses collègues décrivaient comme ses habitudes irrégulières en matière d'hygiène. Snyder aurait gardé dans sa trousse une réserve de lingettes pour bébé et de poudre extra forte, spécialement pour Monroe, afin de la rafraîchir entre les prises pendant les longues journées de tournage. Plus choquants encore sont les témoignages du personnel du département costume qui a travaillé sur ces films. Howard Hughes, de producteur débonnaire à germophobe reclus. Howard Hughes, magnat de l'aviation et producteur de films qui a fréquenté de nombreuses starlets hollywoodiennes, avait lui aussi une relation bizarre avec l'hygiène. Au début de sa carrière,
Hughes était connu pour son physique avantageux et son apparence soignée. Cependant, avec l'âge, son trouble obsessionnel compulsif, présent toute sa vie, s'est transformé d'une simple excentricité en une maladie invalidante qui a considérablement affecté son hygiène personnelle. Dans ces dernières années, Hughes a développé une peur pathologique des germes qui l'a conduit à adopter des comportements de plus en plus extrêmes. Il portait des boîtes de mouchoirs en papier à la place de chaussures, laissait ses cheveux et ses ongles pousser jusqu'à atteindre des longueurs inquiétantes et refusait de se laver. L'homme qui avait autrefois été l'un des célibataires les plus convoités d'Hollywood finit par devenir un reclus, vivant nu dans une zone propre d'une chambre d'hôtel, entouré de bocaux contenant sa propre urine. Il est intéressant de noter que, tandis que Hughes sombrait dans la misère, ses critères en matière de femmes restaient incroyablement élevés, selon Scotty Bowers, dont les mémoires controversées, Full Service, détaillent la vie sexuelle secrète des stars hollywoodiennes. Hughes était tellement fanatique de sa santé qu'il refusait de toucher une femme qui avait le moindre défaut ou le moindre bouton. Ce double standard bizarre, une saleté extrême pour lui-même, une perfection inaccessible pour les autres, résume parfaitement les contradictions qui existaient derrière la façade dorée d'Hollywood. Le déclin de Hughes fut particulièrement spectaculaire compte tenu de sa réputation initiale. Dans les années 1930, alors qu'il produisait activement des films et fréquentait des actrices telles que Katharine Hepburn, Jean Harlow et Ava Gardner, il était connu pour son apparence soignée et ses costumes sur mesure coûteux. D'anciens employés se souviennent qu'il changeait de chemise plusieurs fois par jour et exigeait que son environnement soit d'une propreté irréprochable. Dans les années 1940, cependant, les signes avant-coureurs de la détérioration de sa santé mentale et de ses effets sur son hygiène sont devenus évidents pour ceux qui travaillaient étroitement avec lui. Une secrétaire a rapporté qu'il avait commencé à développer des rituels élaborés pour se laver les mains, qui pouvaient prendre jusqu'à 15 minutes, utilisant à chaque fois un nouveau savon et exigeant une serviette propre qu'il ne pouvait toucher que par les coins. Errol Flynn, star de Cap et d'épée aux problèmes de transpiration, Errol Flynn. La star de Cap et d'épée dont la beauté et le charme ont fait de lui l'un des acteurs les plus bankable de la Warner Brothers dans les années 1930 et 1940, était l'incarnation même du tombeur hollywoodien. Son physique athlétique et son sourire malicieux ont captivé le public dans des classiques tels que Captain Blood, 1935, et Les Aventures de Robin des Bois, 1938. Mais la réputation de coureur de jupons et de grand buveur de Flynn hors écran n'était pas une invention du studio. Et ce que le public ignorait, c'était l'impact de ses habitudes sur son hygiène personnelle. La consommation prodigieuse d'alcool de Flynn, qui a finalement contribué à sa mort prématurée à l'âge de 50 ans, a eu un impact profond sur son odeur corporelle et son haleine. Ses partenaires à l'écran ont rapporté qu'à mesure que sa consommation d'alcool augmentait, il devenait de plus en plus difficile de travailler avec lui. Sa sueur sentait l'alcool et, l'après-midi, après avoir bu toute la journée, son haleine était irrespirable. Pour aggraver le tout, Flynn avait la réputation de porter les mêmes vêtements pendant des jours et parfois même de dormir avec, ce qui ne faisait qu'accentuer son odeur corporelle. Le héros fringant qui escaladait les murs des châteaux et se balançait sur les gréements des navires à l'écran était, en réalité, un homme dont les habitudes personnelles devenaient de plus en plus négligées à mesure que son addiction progressait. À mesure que l'alcoolisme de Flynn s'aggravait dans les années 1940, son hygiène se détériorait proportionnellement. Les notes du département costume de ses derniers films chez Warner Brothers contenaient des références voilées à la nécessité de rafraîchir ses costumes plus fréquemment que ceux des autres acteurs. Un responsable des costumes aurait insisté pour que les costumes de Flynn soient confectionnés avec des empiècements supplémentaires pouvant être retirés et nettoyés tout en conservant leur apparence à l'écran. Une technique généralement réservée aux séquences d'action ou aux cascades où des dommages étaient à prévoir. Olivia de Havilland, qui a joué aux côtés de Flynn dans 8 films,
dont leur collaboration la plus célèbre, Les Aventures de Robin des Bois, aurait été l'une des rares actrices à pouvoir aborder avec diplomatie ses problèmes d'hygiène. Bien que toujours très professionnelle en public, elle lui suggérait en privé, avec gentillesse, que certaines scènes seraient plus efficaces s'il utilisait le bain de bouche qu'elle avait dans sa loge. Cette délicatesse permettait à Flynn de conserver sa dignité tout en remédiant temporairement au problème. Marlon Brando, la méthode d'action, la méthode de puce. Marlon Brando, dont les performances dans des films tels que Un tramway, nommé Désir, et Sur les quais ont révolutionné le cinéma, est devenu presque aussi célèbre pour son odeur corporelle que pour son talent. À mesure que Brando vieillissait et que son poids fluctuait considérablement, son attitude désinvolte envers la propreté se serait intensifiée. Plusieurs de ses partenaires se sont plaints de son refus de se laver régulièrement ou d'utiliser du déodorant pendant les tournages. À l'époque où il a tourné Apocalypse Now à la fin des années 1970, l'hygiène de Brando s'était détériorée, tout comme son poids et son état mental. Le réalisateur Francis Ford Coppola et l'équipe ont dû faire face non seulement à ses exigences créatives, mais aussi aux défis pratiques de tourner des scènes avec un acteur dont l'odeur corporelle était décrite comme insupportable. L'homme qui était autrefois considéré comme l'un des acteurs les plus séduisants d'Hollywood s'était transformé en quelqu'un dont l'approche de la propreté personnelle reflétait un mépris plus général pour les attentes d'Hollywood. Ce qui rend le cas de Brando particulièrement intéressant, c'est que sa mauvaise hygiène semblait au moins en partie intentionnelle. Un rejet des conventions hollywoodiennes et une manifestation physique de son approche rebelle de l'industrie. Dès le début de sa carrière, Brando a montré peu d'intérêt pour les attributs traditionnels de la célébrité, notamment l'attente selon laquelle les acteurs doivent avoir une apparence physique irréprochable. Même pendant le tournage de Un tramway nommé Désir en 1951, le film qui l'a propulsé au rang de sex symbole international, Brando aurait dû être invité à plusieurs reprises par le réalisateur Elia Kazan à se laver plus souvent. Sa partenaire Vivien Leigh, qui jouait Blanche face à son Stanley, aurait été dérangée par son odeur corporelle pendant leurs scènes communes, notamment en raison de la nature physique de leurs interactions dans le film. La célèbre scène où Stanley crie « Stella » alors qu'il porte un t-shirt trempé de sueur n'était pas entièrement jouée, Brando dégageant naturellement une odeur particulièrement forte lorsqu'il faisait chaud. Au fur et à mesure que sa carrière progressait et que son pouvoir à Hollywood grandissait, Brando est devenu de plus en plus indifférent aux attentes des studios en matière d'hygiène personnelle. Dans le tournage du film Le Parrain en 1972, les maquilleurs auraient eu du mal à le convaincre de respecter les règles d'hygiène élémentaires, ce qui leur aurait demandé plus de temps pour le rendre présentable devant les caméras. Le fait qu'il incarnait un don vieillissant a peut-être masqué certains de ses problèmes à l'écran. Mais en coulisses, ses habitudes ont créé des difficultés supplémentaires pour l'équipe de production. James Dean, une rebelle qui avait une raison de se baigner James Dean, dont la brève carrière a laissé un héritage durable de rébellion juvénile, aurait utilisé son manque d'hygiène presque comme une déclaration contre les conventions hollywoodiennes. Dean se lavait de manière sporadique, au mieux, et il était connu pour porter les mêmes vêtements pendant des jours, voire des semaines, sans les laver. Pendant le tournage de La Fureur de vivre, le réalisateur Nicholas Ray aurait dû prendre Dean à part à plusieurs reprises pour lui faire part des plaintes des membres de l'équipe concernant son odeur corporelle. Sa partenaire à l'écran, Natalie Wood, aurait trouvé difficile de travailler avec lui en raison de ses problèmes d'hygiène, en particulier pendant leurs scènes romantiques, à l'instar des actrices qui avaient dû supporter l'haleine de Clark Gable quelques décennies plus tôt. Natalie Wood a fait preuve de professionnalisme, mais les membres de l'équipe ont remarqué son malaise évident lors des scènes intimes avec la star malodorante. Les problèmes d'hygiène de James Dean semblaient résulter d'une combinaison de facteurs qui allaient au-delà de la simple rébellion. Ses amis de ses débuts à New York se souviennent de son appartement exigu, dépourvu d'eau chaude, qui rendait difficile toute toilette régulière. À son arrivée à Hollywood, malgré sa renommée grandissante et l'amélioration de ses conditions de vie, ses habitudes ont persisté,
suggérant qu'elles étaient désormais ancrées en lui. Le réalisateur Elia Kazan, qui a donné à Dean son premier grand rôle dans À l'Est d'Éden en 1955, a noté dans son autobiographie que Dean semblait cultiver une certaine authenticité qui s'étendait à ses habitudes personnelles. Kazan, qui avait travaillé avec Brando et était peut-être habitué aux acteurs qui rejetaient les normes raffinées d'Hollywood, s'est néanmoins trouvé dans l'obligation d'aborder la question de l'hygiène de Dean pendant le tournage, en particulier les jours où il tournait dans des espaces confinés. Sa co-star Julie Harris se souvient que Dean portait parfois les mêmes chaussettes rouges pendant des semaines, les considérant comme un porte-bonheur. De même, il avait une veste en cuir qu'il faisait rarement nettoyer, estimant que la saleté et l'usure accumulées ajoutaient à son authenticité. Ses superstitions vestimentaires s'étendaient à une réticence générale à se laver régulièrement, qui faisait partie intégrante de sa personnalité. 8. Judy Garland. Lorsque la santé mentale affectait l'hygiène, les difficultés de Judy Garland face à la pression du studio, à la toxicomanie et aux problèmes de santé mentale ont été largement documentées. Mais on parle moins de la manière dont ces difficultés ont affecté son hygiène personnelle. Tout au long de sa carrière, Garland a traversé des périodes où il lui était difficile de prendre soin d'elle-même, notamment en se lavant régulièrement et en se brossant les dents, car elle luttait contre la dépression, la toxicomanie et les exigences épuisantes de sa carrière. Dès ses débuts à la MGM, où elle a été soumise à un régime de pilules amaigrissantes, d'amphétamines pour la maintenir en état de travailler et de barbiturique pour l'aider à dormir. La capacité de Garland à prendre soin d'elle-même de manière régulière a été compromise par une dépendance aux substances chimiques qui était en fait facilitée par le système des studios. Les maquilleurs qui ont travaillé avec elle pendant le tournage du Magicien d'Oz en 1939 ont remarqué que malgré son jeune âge, elle n'avait que 16 ans lors du tournage, sa peau montrait déjà des signes des effets néfastes de ces substances. Au fur et à mesure que ces problèmes de dépendance s'aggravaient dans les années 1940, l'apparence physique de Garland est devenue de plus en plus difficile à gérer pour le personnel de la MGM, chargé de préserver son image de star. Son poids fluctuait de manière spectaculaire. Elle se présentait souvent sur le plateau épuisée et débraillée, et sa santé dentaire commença à se détériorer en raison d'une combinaison de négligence et des effets secondaires de ses médicaments. Au moment où elle tournait A Star is Born en 1954, l'hygiène de Garland était devenue un autre aspect de sa vie qui nécessitait une prise en charge par son entourage. Son mari est producteur du film, Sid Luft. Lui aurait assigné une assistante personnelle dont les tâches officieuses consistaient notamment à s'assurer qu'elle se lave régulièrement et respecte les règles élémentaires d'hygiène pendant la production stressante. Les bons jours. Lorsque Garland était relativement sobre et que sa santé mentale était stable, elle respectait scrupuleusement ces règles. Cependant, pendant les mauvaises périodes, elle pouvait se présenter au studio sans s'être lavée depuis plusieurs jours, les cheveux sales et l'haleine fétide à cause de l'alcool et de la cigarette. Ce qui rend le cas de Garland particulièrement poignant, c'est que ses problèmes d'hygiène étaient clairement liés à ses troubles mentaux plutôt qu'à un choix délibéré ou à une simple négligence. Lors du tournage de son dernier film, I Could Go On Singing, en 1963, son partenaire Dirk Bogarde a rapporté que l'état de Garland variait considérablement d'un jour à l'autre. Quand elle allait bien, elle était charmante, professionnelle et soignée. Mais lorsqu'elle allait mal, son apparence et son hygiène reflétaient son trouble intérieur, et les membres de l'équipe devaient travailler rapidement pour la préparer devant la caméra tout en minimisant sa détresse. Bogarde a par la suite exprimé une sympathie extraordinaire pour sa situation, comprenant que son manque de soins personnels était le symptôme de problèmes beaucoup plus profonds. 9. Elvis Presley, le roi du rock et de l'halitose royale. Dans les années 1960, avec l'effondrement de l'ancien système des studios et l'émergence d'un nouveau Hollywood, les stars ont acquis une liberté sans précédent.
notamment celle de pouvoir parler plus ouvertement de leurs excentricités et de leurs défauts personnels. Elvis Presley, dont le passage de la musique au cinéma a fait l'une des plus grandes stars de l'époque, a apporté à Hollywood ses propres défis en matière d'hygiène. Si Presley était connu pour être pointilleux sur certains aspects de son apparence, ses cheveux étaient réputés pour être bien entretenus. Mais son hygiène dentaire s'est considérablement détériorée à mesure que sa consommation de médicaments sur ordonnance augmentait. Au milieu des années 1960, les dents d'Elvis étaient visiblement décolorées et son haleine était notoirement mauvaise. L'actrice Mary Ann Mobley, qui a joué aux côtés d'Elvis dans Girl Happy en 1965, a révélé plus tard que l'embrasser à l'écran était beaucoup moins romantique que les fans pouvaient l'imaginer, principalement à cause de son haleine. La contradiction entre les habitudes d'hygiène d'Elvis était particulièrement frappante. Alors qu'il pouvait passer des heures à perfectionner sa coiffure à l'aide d'une combinaison élaborée de produits, notamment de la teinture noire pour les cheveux et diverses cires et pommades, ses soins dentaires étaient pour le moins aléatoires. À mesure que sa consommation de médicaments sur ordonnance augmentait, en particulier son dépendance à divers analgésiques et tranquillisants, il oubliait souvent les règles élémentaires d'hygiène dentaire, où était tout, simplement trop affaibli pour maintenir une hygiène bucco-dentaire régulière. Au moment où il tournait Paradise, Hawaiian Style, en 1966, l'haleine d'Elvis était apparemment devenue un tel problème que sa partenaire Susanna Lee avait mis au point des techniques pour minimiser le contact lors des scènes de baiser, créant l'illusion d'un contact romantique pour la caméra tout en respirant par la bouche. L'ironie de voir l'un des hommes les plus désirés au monde avoir une haleine qui repoussait ses partenaires romantiques n'échappait pas à l'équipe du film. Mais le charisme d'Elvis faisait en sorte que personne n'osait aborder le sujet directement avec lui. Dans les années 1960, lors de ses concerts à Las Vegas, les maquilleurs avaient du mal à présenter un Elvis qui ressemble à celui qu'il était autrefois, devant composer non seulement avec sa prise de poids, mais aussi avec des problèmes d'hygiène élémentaires liés à sa dépendance aux médicaments. Le plus tragique est peut-être que, à mesure que la santé d'Elvis se détériorait dans ces dernières années, son hygiène est devenue une autre victime de son déclin général. L'homme qui était autrefois si soucieux de son image qu'il refusait d'être photographié sous certains angles, est devenu de plus en plus indifférent à des aspects de son apparence qui avaient autrefois été importants pour lui. À sa mort en 1997, le fossé entre l'image immaculée que ses fans avaient de lui et la réalité de son état physique était immense. Il était devenu une autre icône hollywoodienne dont la vie privée contrastait fortement avec son image publique. Elizabeth Taylor. Les habitudes de bain inconstantes de Cléopâtre. Elizabeth Taylor, dont les yeux violets et la beauté époustouflante ont fait d'elle l'une des stars les plus glamour d'Hollywood, a conservé une image publique irréprochable tout au long de sa longue carrière. Mais pendant les périodes de troubles personnels, en particulier pendant sa relation tumultueuse avec Richard Burton, ses habitudes privées auraient été bien loin de son apparence publique soignée. Pendant le tournage de Cléopâtre en 1963, l'une des productions les plus coûteuses de l'histoire d'Hollywood, l'équipe italienne aurait trouvé les normes d'hygiène américaines globalement insuffisantes. Un maquilleur qui a travaillé avec Taylor tout au long des années 1960 a remarqué que ses habitudes de toilette semblaient directement liées à son état émotionnel. Lorsque Taylor était heureuse et stable, en particulier au début d'une relation, elle prenait grand soin de son apparence. Cependant, pendant les périodes de crise ou de dépression, elle pouvait passer plusieurs jours sans se laver, se contentant d'utiliser beaucoup de parfums et de poudre pour masquer les odeurs corporelles. Joseph L. Mankiewicz, qui a dirigé Taylor dans Cléopâtre et Soudain l'été dernier en 1959, aurait mis au point un système diplomatique pour aborder les questions d'hygiène avec son actrice principale. Plutôt que de la confronter directement, il demandait à une assistante de lui faire remarquer avec désinvolture qu'un bain chaud avait été préparé dans sa loge pour son confort pendant la pause. Une proposition qui permettait à Taylor de régler le problème sans embarras. Le manque de soins de Taylor était apparemment directement lié à son état émotionnel. Charlie Chaplin,
L'odeur réelle du vagabond, Charlie Chaplin, dont le personnage de Charlot est devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Un personnage à l'écran qui intégrait en fait une mauvaise hygiène dans son charme. Les vêtements usés et l'apparence débraillée de Charlot étaient au cœur du charme du personnage. Mais selon de nombreux témoignages, les habitudes d'hygiène de Chaplin lui-même brouillaient parfois la frontière entre son personnage à l'écran et sa vie réelle. Leta Grey, la deuxième épouse de Chaplin, qu'il avait épousée alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 35, a déclaré plus tard dans les documents de divorce que son hygiène personnelle avait toujours été médiocre tout au long de leur mariage. Si certaines de ces affirmations ont pu être exagérées dans le cadre d'un divorce conflictuel, d'autres personnes ayant travaillé étroitement avec Chaplin ont confirmé que ses habitudes en matière d'hygiène pouvaient être irrégulières, en particulier lorsqu'il était profondément impliqué dans un projet. Si les dirigeants des studios s'inquiétaient de son hygiène ou de son apparence, ils n'avaient guère les moyens d'y remédier. Chaplin était un talent rare, véritablement irremplaçable. Malgré ses problèmes, Chaplin savait se transformer en une personnalité publique raffinée lorsque cela était nécessaire. Lors des premières et des apparitions publiques, il présentait une apparence impeccable qui contrastait fortement avec son personnage à l'écran et ses habitudes rapportées pendant les périodes de travail intenses. Dans les années 1940, alors que Chaplin vieillissait et que sa position à Hollywood devenait de plus en plus controversée en raison de ses opinions politiques, les rapports sur son hygiène se sont faits plus rares. Il est difficile de savoir si cela reflétait une réelle amélioration de ses habitudes ou simplement un déplacement de l'attention du public et des médias vers d'autres aspects de sa vie. Ce qui est certain, c'est que l'homme qui a créé le personnage le plus aimé du cinéma, Charlotte, partageait parfois avec lui plus qu'une démarche et une moustache caractéristiques. Humphrey Bogart, la mauvaise haleine. Derrière la façade du dur, Humphrey Bogart, dont l'image de dur à cuire et la voix caractéristique ont fait de lui une figure emblématique du film noir, projetait une image de virilité rude admirée par des millions de fans. Mais ses partenaires qui ont travaillé étroitement avec Bogart, en particulier dans les scènes romantiques, ont été confrontés à un défi invisible pour le public. Son haleine notoirement mauvaise, causée par une combinaison de tabagisme, d'alcoolisme et de problèmes dentaires. La consommation de tabac de Bogart était légendaire. On le voyait rarement sur un plateau ou en public sans une cigarette pendue aux lèvres. Il aurait fumé jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour tout au long de sa vie adulte. Une habitude qui a non seulement contribué au cancer du poumon qui l'a finalement emporté, mais qui a également eu un effet dévastateur sur son hygiène bucco-dentaire. Combiné à sa consommation régulière de whisky et à son manque d'attention pour ses soins dentaires, cette mauvaise haleine rendait les scènes intimes particulièrement difficiles pour ses partenaires féminines. Lauren Bacall, qui est devenue la 4e épouse de Bogart après l'avoir rencontré sur le tournage de To Have and Have Not en 1944, aurait été l'une des rares femmes à ne pas être rebutée par son haleine. Leur célèbre alchimie, capturée dans des répliques telles que « Tu sais siffler, n'est-ce pas? Il suffit de mettre tes lèvres ensemble et de souffler », était authentique malgré les problèmes d'hygiène bucco-dentaire qui auraient pu dissuader une co-star moins éprise. Leur attirance sincère a apparemment surmonté ce que d'autres actrices considéraient comme un obstacle important. Ingrid Bergman, qui a joué aux côtés de Bogart dans le classique Casablanca en 1942, aurait été moins séduite. Bien que professionnelle accomplie qui ne se plaignait jamais en public, elle aurait demandé au réalisateur Michael Curtis de réduire au minimum le nombre de gros plans qui l'obligeaient à se tenir directement dans le champ de l'haleine de Bogart. Leur scène finale emblématique à l'aéroport, avec ses adieux célèbres et retenus, aurait peut-être été plus passionnée si Bergman n'avait pas dû composer avec les effets combinés des cigarettes, du whisky et des problèmes dentaires de Bogart. Au moment où Bogart tourna l'Odyssée de l'African Queen, en 1951, avec Katharine Hepburn, ses problèmes dentaires s'étaient apparemment aggravés.
Les conditions de tournage difficiles en Afrique, combinées au tabagisme excessif des deux stars, créèrent ce que Hepburn décrivit plus tard avec diplomatie comme des « défis aromatiques » sur le plateau. Le réalisateur John Huston, lui-même familier de la cigarette et de l'alcool, trouvait apparemment la situation amusante plutôt qu'inquiétante, la considérant comme faisant partie de l'expérience authentique de travailler avec Bogart. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Bogart, c'est que, contrairement à certaines stars qui ignoraient ou étaient indifférentes à leurs problèmes d'hygiène, il aurait reconnu le problème, mais le considérait comme une conséquence inévitable de son mode de vie, qu'il n'avait pas l'intention de changer. Rita Hayworth. Le combat secret de la bombe Bruce, Rita Hayworth. La déesse glamour de l'amour qui a captivé le public dans des films comme Gilda, en 1946, a maintenu une image publique impeccable qui cachait des problèmes d'hygiène liés au régime de beauté imposé par son studio. Ce que peu de fans savaient, c'est que Hayworth, née Margarita Carmen Cancino d'un père espagnol et d'une mère irlandaise-américaine, avait subi des interventions esthétiques douloureuses qui lui causaient des problèmes permanents de confort et d'hygiène. Lorsque Hayworth a signé avec Columbia Pictures, le directeur du studio, Harry Cohn, a décidé que son apparence méditerranéenne devait être modifiée pour lui donner un look plus américain. Parmi les changements exigés figurait une électrolyse douloureuse visant à relever sa ligne capillaire d'environ 2,5 cm afin d'éliminer ce qui était considéré comme un trait ethnique. Ce processus douloureux, répété pendant 1 an, a laissé son cuir chevelu définitivement endommagé et excessivement sensible. À la suite de ces lésions, Hayworth a développé une dermatite séboréique, une affection chronique du cuir chevelu qui provoque des desquamations, des démangeaisons et une accumulation de sébum. Cette affection a constitué un défi permanent pour les équipes de maquillage et de coiffure qui travaillaient avec elle. Les coiffures élaborées qu'elle arborait souvent dans les films contribuaient à masquer le problème. Les maquilleurs qui travaillaient avec elle ont mis au point des techniques spécialisées pour traiter l'affection de son cuir chevelu, notamment en appliquant une poudre de couleur chair sur sa raie et en rafraîchissant régulièrement sa coiffure entre les prises afin d'éliminer toute desquamation visible. Les colorations capillaires toxiques utilisées pour entretenir sa célèbre chevelure éroussée, Hayworth était naturellement brune, ont aggravé l'état de son cuir chevelu. Ces premiers traitements colorants contenaient des produits chimiques agressifs qui seraient considérés comme dangereux selon les normes actuelles. Orson Welles, qui a été marié à Hayworth de 1943 à 1947 et l'a dirigé dans The Lady from Shanghai en 1947, a par la suite parlé avec compassion de ses difficultés à faire face aux conséquences physiques des traitements de beauté imposés par le studio. Montgomery Clift. Quand un traumatisme affecte l'hygiène. Montgomery Clift, dont le jeu sensible et la beauté saisissante ont fait l'un des acteurs les plus respectés d'Hollywood dans les années 1950, a connu un changement radical dans ses habitudes personnelles à la suite d'un terrible accident de voiture qui a bouleversé sa vie et sa carrière en 1956. Bien que Clift ait toujours été quelque peu anticonformiste, avant l'accident, il respectait les normes d'hygiène de base attendues d'un acteur de premier plan. Après l'accident, qui lui a gravement mutilé le visage et lui a laissé des douleurs chroniques, il a négligé son apparence physique et sa santé mentale s'est détériorée. L'accident a tout changé. Après avoir percuté un poteau téléphonique au volant de sa voiture alors qu'il quittait un dîner chez Taylor, Clift avait le visage tellement défiguré que beaucoup pensaient que sa carrière était terminée. Il a alors commencé à consommer de plus en plus d'alcool et de médicaments sur ordonnance. À mesure que sa dépendance à ces substances augmentait, sa capacité à prendre soin de lui-même diminuait proportionnellement. Au moment du tournage de The Misfits, en 1961, l'hygiène de Clift était apparemment devenue une source de préoccupation pour la production. Le réalisateur John Huston était compréhensif envers l'état de Clift, mais il devait néanmoins gérer les difficultés liées au tournage avec un acteur dont les habitudes personnelles étaient pour le moins irrégulières.
Les maquilleurs qui ont travaillé avec Clift dans ses derniers films ont rapporté qu'il arrivait souvent sur le plateau sans s'être lavé, avec des vêtements qui semblaient avoir été portés pendant plusieurs jours. Le processus de préparation pour le tournage est devenu de plus en plus complexe, nécessitant non seulement l'application de maquillage pour dissimuler les cicatrices de son visage, mais aussi la prise en charge de problèmes d'hygiène élémentaires qu'il avait négligés. Ce qui rend le cas de Clift particulièrement poignant, c'est que ces problèmes d'hygiène découlaient directement d'un traumatisme physique et de ses séquelles psychologiques. Avant l'accident, il avait toujours respecté les normes attendues d'une star hollywoodienne. La détérioration de son apparence physique allait de pair avec son déclin général. Elizabeth Taylor, qui est restée une amie proche jusqu'à sa mort en 1966, était l'une des rares personnes à continuer de le traiter avec dignité malgré son état de santé déclinant. Elle aurait engagé des assistants personnels pour lui pendant le tournage du film Soudain l'été dernier, en 1959, avec pour instruction de veiller à ce qu'il se lave régulièrement et ait des vêtements propres. Un geste d'amitié qui reconnaissait à la fois ses difficultés et sa valeur inchangée en tant qu'acteur et être humain. Tallulah Bankhead, l'enfant terrible de Broadway et de Hollywood. Tallulah Bankhead, l'actrice flamboyante dont la personnalité extravagante et la voix rauque ont fait d'elle une légende de Broadway et d'Hollywood, abordait l'hygiène personnelle avec le même abandon rebelle qui caractérisait toute sa vie. Connue pour ses fêtes endiablées, sa consommation excessive d'alcool et de drogue, ainsi que ses aventures sexuelles, cette attitude s'étendait à ses habitudes de toilette, pour le moins irrégulières. Selon plusieurs biographes, elle passait souvent plusieurs jours sans se laver pendant les représentations théâtrales, affirmant que cela desséchait sa peau et affectait ses performances. Ce qui distinguait Bankhead de nombreuses autres célébrités ayant des problèmes d'hygiène, c'était son indifférence totale à ce sujet. Bankhead assumait ses habitudes comme faisant partie de son personnage extravagant. La femme qui a déclaré « Je suis aussi pure que la neige fraîchement tombée » ne voyait aucune raison de se conformer aux attentes conventionnelles en matière d'hygiène personnelle, pas plus qu'elle ne se conformait aux autres normes sociales. Sa consommation prodigieuse de bourbon et de cocaïne et ses démonstrations émotionnelles théâtrales ne lui donnaient guère de raison de se soucier de se laver régulièrement. Pour elle, ses choix n'étaient pas des manquements à l'hygiène, mais un rejet délibéré des contraintes qu'elle trouvait fastidieuses et inutiles. Au moment où elle a joué son dernier rôle important au cinéma dans Die My Darling en 1965, les habitudes personnelles de Bankhead étaient devenues encore plus erratiques. Stephanie Powers, sa co-star dans le film, a rappelé plus tard que travailler en étroite collaboration avec Bankhead était une expérience multisensorielle qui exigeait une grande endurance physique. Un autre exemple où l'alchimie hollywoodienne s'est avérée plus puissante que ses odeurs occasionnelles. Voilà, vous savez tout sur la vérité dérangeante qui se cache derrière certaines des stars les plus aimées du vieux Hollywood. Si vous avez trouvé ces révélations aussi fascinantes que répugnantes, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires cachées des plus grandes stars d'Hollywood. Laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quelle horreur en matière d'hygiène vous a le plus choqué. Ou dites-nous quelle star du vieux Hollywood vous aimeriez que nous investiguions ensuite. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, parfois, la vérité ne sent pas seulement mauvais. El Pew, rendez-vous dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à dévoiler les secrets que les services de publicité des studios ne voulaient jamais que vous sachiez.